Bien, chers téléspectateurs, lorsque vous faites des affaires et que vous décidez de laisser votre pays pour investir dans un autre pays, c'est certainement parce que vous estimez qu'il y a une certaine sécurité. Vous estimez que le code de droit, que la disposition juridique dans ce pays vous permet d'investir en toute sécurité. Vous estimez aussi que la coopération diplomatique qui est entre votre pays et ce pays-là serait arbitre de manière pacifique si vous entrez en conflit, si vous avez un problème qui n'arrive pas à se gérer juridiquement. Bonjour, professeur Chanda. Good morning. Professeur Chanda, vous êtes conseiller juridique de beaucoup d'entreprises au Cameroun et ailleurs. Et c'est à ce titre que par rapport à l'affaire qu'on peut appeler l'affaire d'Ampulo, nous voulons bien échanger avec vous ce matin. Et nous voulons bien intituler notre entretien la protection des investissements d'un citoyen à l'étranger ou bien tout simplement la protection des investissements dans un pays. Comme conseiller juridique, quel est le protocole de protection d'un investissement à l'étranger? Très bien. D'abord, je vais vous recadrer sur 2 points. Oui, professeur. La première, c'est déjà vous dire que vous êtes à la bonne adresse. Okay. Parce que non seulement je suis conseiller d'une bonne dizaine de multinationales, oui, mais je suis également conseiller juridique de plusieurs entités nationales de gros calibre. Ensuite, je gère le cabinet international de conseil et d'arbitrage qui s'occupe essentiellement du contentieux des investissements internationaux. Okay. Je vais aussi vous reprendre sur 2 choses. Et puisqu'on est d'ailleurs au Cameroun, que je vous le dise, un des tout premiers accords internationaux signés par le président Paul Biya à son avènement au pouvoir en 82, oui, c'est l'accord signé en 85, la Convention avec les États-Unis sur la protection des investissements. Et ça vaut son pesant d'or. La deuxième chose, dans le principe, vous savez, on dit souvent aux gens, le droit, c'est pas la magie, c'est pas une invention. Le droit est simplement un calibrage des coutumes que l'on déploie en permanence pour regenter les rapports humains. Les rapports humains ici s'entendent des rapports de toute nature, des rapports d'affaires, des rapports personnels, des rapports sportifs, tout ce que vous voulez. On ne saurait vivre en société sans un corps de règles qui gouvernent la manière dont les gens doivent articuler leurs actes. Donc, la manière dont les gens doivent s'exprimer objectivement dans quelque situation que ce soit et pour quelques objectifs, buts ou ambitions que ce soit. Nous parlons des investissements et des investisseurs. Il est bien entendu que chaque pays a un intérêt précis à la promotion des investissements. Quand on parle de promotion des investissements, il y a d'abord l'incitation à investir, et dans l'incitation à investir, il y a toutes sortes de mesures édictées pour protéger les investissements. Vous savez, depuis un certain temps, depuis environ 10 ans, nous avons créé l'Agence nationale de promotion des investissements, l'API. Nous avons créé, non, je vous dis tout de suite, ce sont des trucs imposés un peu par la Banque mondiale et le Fonds monétaire, puisque vous trouvez la même chose partout. Mais simplement, l'objectif
est de mettre en place un cadre qui puisse orienter, diriger et conseiller et s'assurer que les investissements se font en bonne intelligence avec les programmes de développement définis par l'État. Alors, vous comprenez dès lors que il n'est pas possible d'envisager un investissement à l'étranger autrement qu'en impliquant les autorités de l'État d'accueil. Il n'est pas possible non plus de le faire à l'aveuglette, c'est-à-dire sans s'assurer que les règles qui gouvernent les affaires, qui gouvernent l'accueil et le séjour des étrangers dans cet État sont cohérentes, sont raisonnables, sont équitables et sont incitatives. Au nom de toute cette approche, de cette appréhension de l'investissement, des investissements et des investisseurs, il existe une pléiade de conventions, d'arrangements, de traités internationaux protégeant les investissements. Il existe déjà à l'échelle multilatérale, c'est-à-dire plus d'un État. Il existe ensuite à l'échelle bilatérale, comme celui avec les États-Unis que j'ai évoqué tout à l'heure. Il existe aussi, et ça c'est important, des tribunaux ou des instances judiciaires qui ont soit un caractère permanent, soit un caractère ad hoc, pour connaître des litiges résultants des investissements ou des partenariats d'affaires multinationaux. Vous avez le CERDI, vous avez beaucoup d'autres. Vous avez même d'ailleurs, à l'intérieur des États, des structures de cette nature, il y en a un au JICAM, à la Chambre de commerce, qui réunit des sommités. Vous en avez à l'échelle des pays de la zone franc. La CCAJ d'Abidjan, qui est en fait le tribunal de l'OHADA, organisation, traité pour l'organisation, pour l'harmonisation des affaires en Afrique. Bien. Vous exprimez la manière à magnifier ce qui pourrait constituer à la fois la garantie ou la source d'inquiétude d'un investisseur. Alors, je vais vous dire, il y a que le droit international existe pour ce que cela représente, parce que je ne vous dirai pas dans l'absolu qu'il y a un droit international au sens où on parlerait d'une police ou d'un corps de règles absolument imbattable et incontestable. Non, c'est quand même sur le plan purement classique, l'acceptation, le consensus autour d'un corps de règles que l'on dit gouvernant les rapports entre les États, gouvernant les rapports d'affaires. Mais restons au niveau des États. Et là, on découvre quand même que le principe même de la nationalité, vous êtes Camerounais, ça suppose qu'il y a un lien étroit, un lien de sang ou de sol, en tout cas un lien juridique entre vous et l'État du Cameroun. Et que ce lien, en réalité, entraîne des implications, crée un certain nombre d'obligations qui sont à la fois pour le citoyen et ensuite pour l'État. Pour le citoyen, c'est clair, c'est
la conduite, le comportement, le respect de certains us et coutumes, l'adhésion à des principes et des fondements qui gouvernent la manifestation, l'expression de l'identité de cet État, en fait, qui, en fait, est l'instrument public international qui porte, qui représente la nation dont vous êtes membre. L'hymne du Cameroun, vous la reconnaissez, vous l'acceptez. Le drapeau du Cameroun, vous la reconnaissez, vous l'acceptez. Je ne veux pas dire que vous êtes obligé de bien chanter l'hymne du Cameroun. Vous connaissez à quelle polémique j'ai recours. On peut mélanger les mots. On reste camerounais tant qu'on dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Vous dites, là, c'est moi, avec le drapeau vert ou jaune, frappé d'une étoile au milieu, c'est moi. Avec nos emblèmes, vous dites, c'est moi. Voilà comment on reconnaît que vous êtes Camerounais. Maintenant, les obligations de l'État, elles sont beaucoup plus fluides. En somme, l'État, de façon discrétionnaire, décide qui est Camerounais. La France décide, son discrétionnaire, qui est français. Même que vous soyez né en France, de père et de mère français, le gouvernement français peut à un moment donné vous déchoir de la nationalité. À cause de votre comportement. On connaît ce qui s'est passé avec le terrorisme. Voilà. Vous avez déchiré un passeport camerounais. Vous avez trahi des Camerounais. Vous avez jeté des Camerounais par-dessus bord en pleine mer Méditerranée. Alors qu'on vous disait, c'est vos compatriotes. Je m'en fous de mes compatriotes, je m'en fous du Cameroun. Vous n'êtes pas en vous de choix. Mais, parce que vous êtes Camerounais, la représentation internationale du Cameroun, l'expression des valeurs et de l'identité du Cameroun sur la scène internationale est un élément, est un socle, est un pôle de protection de ce que vous êtes en tant que Camerounais. C'est de manière automatique. Ça veut dire, vous avez un problème, dans votre esprit, vous savez que le Cameroun viendra à votre défense, mais le Cameroun sait que pour autant que ce citoyen est effectivement camerounais, il a l'obligation, le devoir de lui porter secours, l'autorité pour et en vue de le secourir. Professeur. Mais j'en aurais fini. Oui, professeur. C'est ce qu'on appelle la protection diplomatique. Et dans le cadre de ce qui nous préoccupe, c'est là qu'intervient éventuellement la protection diplomatique. Nous avons parlé du corps des règles qui gouverne les rapports entre les nations. Nous avons ressorti la philosophie qui est derrière la protection, la décision d'investir et la protection des investisseurs et des investissements. Nous en avons démontré la substance, la justification au plan moral, philosophique, éthique, académique et matériel. Maintenant, il est viabilisé, sacré, consacré par la mise en œuvre de la protection diplomatique. Un Camerounais a investi en Afrique du Sud, au Tchad, en France, au Canada, au Ghana, et il a des problèmes. Il estime qu'il n'est pas content de la manière dont il a été traité. Il estime qu'il est victime d'une injustice. Il n'a même pas besoin d'appeler au secours.
s'il s'est comporté en tant que Camerounais, s'il s'est toujours comporté comme un Camerounais, s'il n'a pas fait des campagnes à l'étranger pour dire ce pays-là c'est un faux pays, hein, moi je n'accepte pas les élections, je n'accepte pas les gens qui gouvernent et tout ça, évidemment, s'il a fait ça, nous on croise les bras. Débrouille-toi. Mais s'il a été quelqu'un qui était avec nous, qui reconnaît son pays, qui aime son pays, qui a tout démontré, nous avons l'obligation de le soutenir, de le défendre. C'est ce qu'on appelle la protection diplomatique. Mais c'est conditionné. Qui est politique? Non, pas du tout, elle n'est pas politique. Elle est légale, elle procède de la pratique du droit international en ce qui concerne le statut des personnes en conflit avec une autre entité morale de droit public. L'État est une entité morale de droit public. Comment est-ce qu'un homme d'affaires peut se retrouver dans un contentieux avec une entité morale de droit public, partant d'un partenariat strictement privé? Eh bien, c'est tout simple. Je vous dis, c'est tout simple. Il n'est pas content de la manière dont ces affaires se passent avec un partenaire. Il a saisi la justice dans le pays d'accueil. Oui. Il a été au tribunal avec des avocats et il n'est pas satisfait des décisions de la justice. Là, il saisit à ce moment son pays ou son pays s'auto-saisit. On appelle ça en droit la subrogation. L'État camerounais se substitue à son national, porte l'affaire, ne le traite plus au tribunal, mais le traite avec l'autre partie. Et il y a une condition, monsieur. Vous êtes un féman à Dubaï, en Thaïlande, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Vous avez trompé les gens et tout. Et puis le tribunal est saisi de l'affaire. Après, Yaoundé, mon président pour le Biya, je me voici qui suis mort. Mais non! Le Cameroun va d'abord regarder, mais c'est monsieur, d'abord de quoi il s'agit. Nous avons une mission diplomatique là-bas, en France, en Afrique du Sud ou en Thaïlande. Là où on n'en a pas, nous allons enquêter par les voies habituelles. Et on va se dire, mais ce type, ou cette dame, est-ce qu'elle est vraiment camerounaise? Est-ce qu'elle est reconnue comme camerounaise? Est-ce que l'intéressé a des papiers camerounais? Quand est-ce qu'il a séjourné pour la dernière fois au Cameroun? Quelles sont ses attaches au Cameroun? Comment est-ce qu'il exprime sa camerounité? La dernière fois qu'il a fait, c'est quand? A-t-il voté? Est-ce qu'en tant qu'investisseur dans l'autre pays, il est aussi investisseur au Cameroun? Est-ce que ça, c'est une question comme celle-là? Vraiment, peu importe. Peu importe. Parce que je vais vous expliquer. La fortune d'un Camerounais à l'étranger fait partie du patrimoine du Cameroun, de la richesse d'ensemble de l'État du Cameroun, du peuple camerounais. Oui. Vous avez une maison en France, les gens doivent le savoir. Monsieur, ça fait partie du patrimoine global que le Cameroun, en tant qu'État, la nation camerounaise, la richesse d'un espace, d'une ère géopolitique qui s'appelle Cameroun. Les Camerounais a constitué sur la planète Terre. Et je voulais justement vous poser la question, professeur. Est-ce que lorsque vous décidez d'aller investir à l'étranger, est-ce que vous avez le devoir d'informer votre État? Je m'en vais en Afrique du Sud. Mais non, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Je vais vous dire, j'en étais encore à la preuve de votre nationalité. Okay. Mais il faut une deuxième preuve, il faut un deuxième élément. Le deuxième élément, maintenant que vous êtes Camerounais, est-ce que vous avez les mains propres? Clean hands, on dit en droit.
Est-ce que vous avez les mains propres? C'est vrai, c'est un Camerounais qui a des problèmes et tout. Est-ce qu'il a les mains propres? Est-ce qu'il a raison dans cette affaire? Est-ce qu'il a toujours affiché un comportement dénué de toute reproche? Est-ce que dans la pratique avec son partenaire, il a été correct? Parce que nous n'allons pas soutenir des fémins. Aucun État ne se prendra à soutenir des voyous. Ça, c'est essentiel. Au risque de se décrédibiliser. Bien sûr. Alors, vous savez, quand on parle de l'international, ce qui est international n'est pas extraordinaire par rapport à ce qui est national. Je vais vous l'expliquer. Le droit, c'est d'abord le bon sens. On a l'habitude de faire comme ça, ça devient une coutume, et on décide au nom de ce que c'est bien ou c'est mauvais, de l'écrire. Donc, même au Cameroun, on tient un peu compte de tout ça. On ne va pas aller défendre des voyous, si vous voulez. Si vous allez au tribunal que vous avez tort, le juge vous donnera tort. OK? Très bien. C'est la deuxième condition. Maintenant qu'on s'est assuré qu'il n'y a rien à lui reprocher, ça fait 2. Très bien. On avance d'un pas. Il réunit 2 conditions. Il y a une troisième et une dernière. Vous venez voir Sanda Tomé. Aïe, 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 j'ai mon terrain à Ngelmendouka, à Yoko, à Ngaoundéré. Vraiment, je ne comprends pas. Ce pays, c'est la magouille. On a annulé mon titre foncier. La question que Sanda Tomé va vous poser, est-ce que vous étiez au tribunal? Oui, j'étais au tribunal. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, ils ont magouillé. Est-ce que vous avez fait appel? Ah oui, peut-être, oui, c'est vrai. Oui, je n'avais pas fait appel. Va d'abord faire appel et tu reviens me voir. Tu as fait appel, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, mais vraiment, vous savez comme ils étaient contre moi, ils ont dit que c'est pas ça. Vraiment, il faut venir maintenant. Non, Sanda Tomé ne viendra pas. L'État camerounais, je suis l'État, je ne viendrai pas. Là, vous avez fini les 2 degrés de juridiction. Maintenant, il y a la Cour suprême, qui n'est pas un autre degré de juridiction, qui est arbitre en ce qui concerne l'application, le respect de la loi. Est-ce que vous avez saisi la Cour suprême? Parce que la Cour suprême doit regarder si on a appliqué la loi. Et si la loi a été appliquée, la Cour suprême va dire je saisis à nouveau une instance relevant du 2e degré de juridiction, qui est la Cour d'appel. C'était la Cour d'appel de Yaoundé. Cette fois-ci, j'envoie à la Cour d'appel de l'Est ou de l'Ouest, et puis on va voir. L'État camerounais va dire, bon, ils ont dit quoi? Ils ont dit que la Cour suprême a dit que qu'on n'a pas appliqué la loi, on n'a pas respecté la loi. D'accord. Ça veut dire que la Cour suprême va demander à une autre cour d'appel de revoir le dossier. Allez d'abord voir là-bas. Attendez que ça finisse. C'est quand tout ça sera fini et que l'État camerounais lui-même maintenant, après avoir étudié le dossier, se rendant compte qu'effectivement son citoyen a été spolié, son national a été spolié, l'État camerounais va dire très bien, on va instruire le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, de saisir le ministre des Affaires étrangères de l'autre pays pour dire c'est how, hein, comme on dit en Bassa, halawela, qu'est-ce qui se passe, hein, voilà, c'est mon citoyen, il vit chez vous, il a des problèmes, ben apparemment il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, parce que nous on a examiné le dossier, tout ce qui s'est passé, en notre avis n'est pas correct. Et nous estimons que dans les bons rapports que nous entretenons,
il y a quelque chose qu'il faut faire. Alors, il faut qu'on s'assoie pour regarder. C'est la plus haute garantie qu'un investisseur peut avoir. Celle-là, elle est publique. Mais avant ça, si on est en matière d'affaires, si vous voulez, parce que là, on parle de manière générale, si ça concerne des droits individuels d'un individu, personne physique, ça s'arrête là. Si ça concerne une personne morale, c'est une entreprise, un homme d'affaires, ainsi de suite, il a encore le recours à des mécanismes internationaux de type privé. Et dans ce cas-là, il a pu ou il doit convenir, il faut un protocole avec son partenaire pour qu'on réfère à une juridiction internationale permanente ou à une juridiction internationale ad hoc, c'est-à-dire que des circonstances. Et là, on définit les termes de référence de ce que ça va être. Est-ce qu'il faudra un seul arbitre? Est-ce qu'il en faudra 2 ou 3? Et après, on verra. Le chemin est très long. Un État ne se réveille pas comme ça pour dire « Ah, voilà, il y a M. Ondwa ou M. Owona, M. Amidou, qui est Camerounais, qui vit en France. Il a été spolié dans ses droits. Nous, non, on commence à écrire à la France. Non, on va examiner. Si vous êtes un truand, non, on ne va pas vous défendre. Si vous êtes quelqu'un de bien qui avait fonctionné normalement, à ce moment, on va vous défendre. Donc, en réalité, il n'existe de garantie pour les investissements et pour les investisseurs que pour autant que certaines conditionnalités précises, à la fois résultant du corps des règles et du cadre institutionnel interne sont respectées, et ensuite certaines conditionnalités résultant de la pratique internationale des affaires, du droit général des relations diplomatiques sont respectées. Professeur Chanda, est-ce que dans le cas d'espèce, lequel de notre discussion, l'affaire d'Ampulo, est-ce que les voies de recours en Afrique du Sud ont été suivies d'un bout à l'autre? Écoutez, c'est une affaire dans laquelle nous sommes très embarrassés, parce que vous savez très bien qu'on a beaucoup de précédents. On a le précédent de Sitaba, qui a fait aujourd'hui, qui a presque plus d'investisseurs allemands au Cameroun. Nous avons le précédent de Isenbeck. Vous savez ce qui s'est passé, c'était encore les Allemands. Et on a le précédent de Nextel. Alors, c'est comment? Vous ne pouvez pas, parce que vous avez posé une question tout à l'heure, est-ce qu'on consulte? Non. Les Camerounais qui vont mourir en mai, ils ont consulté le gouvernement camerounais? Non. C'est un peu comme aller épouser une étrangère au Vietnam ou en Chine. Et le jour où il y a la bagarre, vous commencez à dire que, mais, oh, Yaoundé, vous faites quoi? Me voici qui meurt ici, les Chinois vont me tuer. Non, si vous voulez. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Ne pas aller trop vite pour se casser la figure. Parce que là, nous sommes pratiquement dans une situation, aujourd'hui, pour cette affaire, qui va avoir des répercussions, et ça commence déjà à avoir des répercussions lourdes sur l'image et la crédibilité du Cameroun. Vous ne vous levez pas un matin, vous bloquez tous les comptes d'une entreprise multinationale comme ça, qui, de surcroît, en réalité, a une entité, un démembrement camerounais complètement détaché de la structure centrale. Vous dites, ah, mais parce que j'ai eu des histoires là-bas, nous, on réplique ici, mais personne n'y voit clair. Et à ce qui nous semble, les voies de recours devraient s'exercer d'abord en Afrique du Sud. Et ne tombons pas dans l'émotivité de l'Africain qui généralement joue contre lui, si vous voulez. On a vu ça à plusieurs reprises. Parce que c'est un Camerounais, parce que c'est quelqu'un de nôtre, on saute, on va. Il faut faire extrêmement attention parce que les actes posés sont de nature à avoir une conséquence en chaîne, c'est-à-dire qu'en domino, si vous voulez. Et là,
on joue la crédibilité internationale du pays. Sur une affaire comme ça, vous pouvez faire partie 10 entreprises du pays, et pas simplement les entreprises étrangères, même les entreprises nationales. On va vous dire, mais votre système n'est plus fiable, si vous voulez. La protection des investissements dans votre pays, ça ne marche pas. 2 personnes ont bagarré à l'aéroport de Roissy ou dans un hôtel à Dubaï. Et maintenant, l'autre rentre chez lui et dit « Ah, mais il m'a giflé à Dubaï, vraiment brûler sa maison au Cameroun. » Non. Non. Là, c'est extrêmement grave. Et je recevais ce matin une jeune dame qui vit à Londres, qui avait décidé d'investir au Cameroun. Elle est passée par des gens qu'elle a rencontrés sur Internet. Et du coup, elle est en train de... On bloque tous ses comptes. Elle se rend compte qu'un individu sur place au Cameroun s'est organisé avec des magistrats pour lui voler l'argent. Et c'est très grave. Et elle arrive, c'est qu'elle là, on la met en cellule. Sur la base de rien, après on lui dit « Ah mais tiens, écoute, ton partenaire ou bien un individu est venu payer 12 millions. Pourquoi on vous libère? Donc on va prendre 12 millions dans votre compte. » Et ça, c'est la fait mania. Alors, vous ne rassurez personne comme ça. Et nous avons plusieurs cas comme ça, mais rassurez-vous, le gouvernement camerounais est en train de travailler objectivement et concrètement, parce que je porte certains de ces dossiers, sur la cybercriminalité. C'est-à-dire que beaucoup d'individus, des gangs mafieux se sont installés au Cameroun et trompent des investisseurs étrangers. Je connais, j'ai traité un autre cas qui est encore d'ailleurs en cours, le cas TWT. C'est une entreprise dans le bois qui est belge et qui a été victime de... Et cette entreprise a perdu plusieurs milliards au Cameroun, si vous voulez, à partir des manigances d'individus qui ont coordonné dans des cercles de toute nature. Alors, nous, heureusement, dans le cas d'espèce, le gouvernement camerounais a décidé d'aider, de soutenir cet investisseur belge pour lui redonner confiance. Et effectivement, il a relancé ses activités. Mais il y a beaucoup d'autres cas où les investisseurs sont partis pour toujours. C'est-à-dire qu'on a créé une situation telle qu'en réalité, l'investisseur a dit « Bon, je vous abandonne tout ça, moi je préfère aller voir ailleurs ». J'ai le cas d'une autre entreprise, Quimper de Solar, qui est une entreprise allemande de celle-là, qui voulait faire une usine de panneaux solaires au Cameroun pour offrir l'énergie à très bas coût. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que elle a été truandée par des individus qui se sont présentés sur Internet comme représentant le ministère du Plan et l'aménagement du territoire. Enquête faite, il n'y avait rien. L'argent, on a viré des centaines de millions dans un compte à perte. Et quand on a commencé à enquêter, on a attrapé les individus, on les retrouve dehors. Mais rassurez-vous, avec mon concours, on est en train d'arrêter ces individus. Et si les investisseurs doivent suivre notre émission, y compris des Camerounais, qu'ils se rassurent, le gouvernement camerounais a créé une task force qui est logée au ministère des Affaires étrangères et on est en train de mettre en place pratiquement des mécanismes pour lutter contre ce genre de criminalité. Et ça marche, si vous voulez. Il y a maintenant toute une cellule à la police judiciaire qui ne s'occupe que de ça. Et vous avez l'ANIF, Agence nationale d'investigation financière. Vous avez ensuite le Centre national informatique, qui joue un rôle. L'AN, Agence nationale de technologie de l'information et de la communication, qui joue un rôle important, qui est en mesure aujourd'hui, avec l'ANIF, de retracer tous les mouvements de fonds. Vous avez dû vous rendre d'ailleurs compte que beaucoup d'immeubles poussent partout en ce moment au Cameroun. Tout ça, c'est l'argent qui ne peut plus sortir. Oui. Parce que le gouvernement a pris des décisions fermes, a mis en place des structures, des mécanismes de contrôle extrêmement importants et rigoureux qui sont en train de porter leurs fruits. Alors, c'était pour vous dire, en sortant sur ce chapitre, que non, soyez-en rassurés. La décision de partir ailleurs,
travailler ailleurs ou résider ailleurs appartient librement à chaque citoyen. C'est un droit constitutionnel, la liberté d'aller et de venir. C'est un droit qui fait partie du corpus des règles gouvernant la liberté de mouvement, de pensée et d'action de l'individu, incluant la liberté d'investir sans prédétermination du lieu d'investissement. Sauf si vous investissez dans la prostitution, proxénétisme, le narcotrafic, la drogue et tout, et trafic des ossements humains, alors là, ce n'est plus ça. Cette liberté-là n'existe pas. On va vous pourchasser, c'est la criminalité internationale, c'est contraire à la morale, à l'éthique et à la consécration de bonnes mœurs sur le plan universel. On va mettre Interpol derrière vous avec toutes les polices nationales. Mais maintenant, pour être plus simple, vous avez votre argent, vous n'êtes pas content de rester au Cameroun, vous allez le mettre ailleurs. Vous investissez, vous êtes devenu très riche, vous voulez développer des activités hors des frontières du Cameroun, du pays où vous vous trouvez. Le gouvernement peut même vous accompagner, si vous voulez. Si vous en manifestez la demande, le gouvernement pourrait vous accompagner. Mais vous accompagner ne veut pas dire rentrer dans votre stratégie. Il faut que ce soit assez clair dans la tête des gens. Je le dis souvent à mes interlocuteurs. Il y a moins de 2 ans, et la presse était couverte de conneries sur les passeports, vous comprenez. Moi, j'avais pris sur moi d'aller rencontrer le délégué général de la Sécurité nationale, qui m'avait dit, écoute mon fils, ce que j'aime en toi, c'est que tu es un patriote. J'ai dit, papa, je suis venu parce que, avec tout ce qu'on raconte là, machin, tas de trucs, moi, je ne suis pas content. Parce que moi, je vous connais. Je connais notre police. Les gens racontent beaucoup de bêtises. Il a dit, vous avez vu les gens qui viennent de sortir là? J'ai reçu l'accord du chef de l'État. Pourquoi on essaye d'améliorer rapidement notre politique de délivrance de passeports aux Camerounais. Et avec le concours de la présidente de la République, des structures ont été mises en place. Nous avons rencontré beaucoup d'opérateurs. Je vous donne 6 mois, mon fils, vous allez voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, effectivement, j'avais d'ailleurs été invité, on m'avait fait l'honneur, pour la délivrance du premier passeport. Le passeport camerounais peut se délivrer en 1 heure. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde comme ça. En 1 heure. Vous avez encore entendu des bruits sur le passeport? Non. Je profite pour dire que bientôt, la carte nationale d'identité, ce sera exactement la même chose. C'est une façon de dire quoi? De dire que avant d'aller investir à l'étranger, il y a une autre conditionnalité qui est importante. Vous êtes libre, mais simplement, il est toujours de bon ton de vous rapprocher de nos services diplomatiques avant ou après, avant de partir du Cameroun, au moment où vous montez tous vos dossiers de partenariat, pour savoir, avoir une idée exacte des relations, de l'état de nos relations commerciales, politiques et diplomatiques avec le pays où vous envisagez d'aller investir. Vous pouvez le faire de 2 manières. Vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un, d'une autre entité qui a déjà travaillé dans ce pays. Vous pouvez, sur place, faire un voyage, rencontrer nos représentants diplomatiques sur place, prendre toutes les informations et revenir tranquillement ici, examiner avant d'y aller. Un ministère des Affaires étrangères, partout dans le monde, est constitué de départements, et chaque département, la plupart du temps, couvre une aire géopolitique dans le monde. Donc, si c'est en Amérique que vous voulez aller, nous avons une direction Amérique. Si c'est en Afrique, nous avons une direction Afrique. Si c'est en Europe, on a une direction Europe, avec Europe centrale, Europe de l'Est, ainsi de suite. Vous voyez, les gens, manifestement, ne prennent pas toutes les informations. Et une fois sur place, il y a une autre conditionnalité qui relève d'une démarche simple, mais importante. Prenez le soin, tant que vous ne vous reprochez rien, même si vous êtes arrivé clandestinement dans un pays, vérifiez que vous avez une représentation diplomatique de notre pays sur place.
Renseignez-vous, allez vers cette représentation. L'ambassadeur est là pour ça. Généralement, dans une ambassade, vous avez des services consulaires et des services diplomatiques. Les services diplomatiques, c'est ce qu'on appelle la diplomatie à l'échelle politique et protocolaire. Pendant que les services consulaires, c'est le basique, c'est économique, c'est le statut des personnes, c'est le matériel. On vous accueillera toujours, on vous renseignera, c'est valable pour tous les pays. Maintenant, si vous y allez, vous nous ignorez, vous ignorez votre pays, vous faites ce qui vous plaît, et le jour où il y a des problèmes, écoutez, nous on prend le temps aussi pour s'allumer. On va être comme un moteur diesel, on est quand même un État souverain, on est un État qui joue sa crédibilité dans chacun des dossiers ayant une implication internationale. Là, je vous apporte une réponse complète. Et ça renvoie également à la manière dont nous traitons l'information, quelle que soit la personne qui nous la donne. Donc, cette histoire où on voit la presse se lever, traiter nos partenaires internationaux de mercenaires, tantôt de terroristes, parce que un investisseur camerounais a un problème dans un pays où il est allé, c'est très dangereux, c'est pas bon. Ça ressemble à une instrumentalisation aux conséquences diplomatiques absolument terribles, effroyables. Ce n'est pas bon. Il faut prendre son temps, laisser l'émotivité et le chauvinisme de côté, rentrer dans le dossier, revenir au bon sens élémentaire. Je ne connais pas ce que notre compatriote a fait, comment il s'est conduit, est-ce qu'il s'est conduit convenablement, est-ce qu'il avait les mains propres. Attendons voir, et puis, si c'est bien, on appréciera. Mais si vous avez des gens qui réfléchissent et agissent bêtement, comme on a vu dans l'affaire avec le Tchad, où quelques individus, tout de suite, ont fait des communiqués pour insulter le président de la République, sa famille et ses enfants, c'est très grave. On ne fonctionne pas comme ça. Il faut apprendre. Il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre pour se rassurer que l'on ne se trompe pas. Pour ça, c'est peut-être ça l'inconvénient des médias sociaux, où on pense que tout de suite, quand on a une lueur d'information, il faut la brandir telle qu'on l'entend. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma prochaine préoccupation, c'est que dans cette affaire, telle qu'elle est racontée, je note pour nos téléspectateurs que la télévision nationale en a fait pratiquement une page il y a quelques jours. On a vraiment l'impression que notre compatriote a été lourdement abusé. Maintenant, quand c'est fait, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas laissé du temps à la médiation diplomatique qu'on se retrouve à ça? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois que ceux qui nous regardent veulent comprendre, avoir un minimum de sécurité intellectuelle pour se... Oui, mais d'abord, je vais vous dire, quand vous parlez de notre télévision nationale, c'est des individus avec leurs idées et tout. Ce n'est jamais forcément, ce n'est pas toujours la ligne du gouvernement. Il faut faire très attention. Les journalistes, même à l'échelle officielle, sont manipulables, si vous voulez. Hein? Nous avons le cas réminiscent, il n'y a pas très longtemps, de notre regretté frère, le journaliste assassiné. Assassiné qu'on a retrouvé mort. Hein? La télévision nationale avait fait la même chose. Elle était entrée trop brutalement dans le dossier. Et pour se rendre compte tout de suite, et aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Donc, notre télévision nationale avait raconté des bêtises. Elle s'était trompée. Hein, je pense qu'il faut être clair là-dessus. La petite réserve qu'il faut avoir, surtout quand on parle officiellement, quand on parle pour un État, pour un gouvernement. Moi, je ne prendrai pas ce risque-là, si vous voulez, pour la stature nationale que j'ai, pour la compréhension intellectuelle que j'ai, pour l'enseignant que je suis, pour le patriote que je suis, je ne prendrai pas le risque de faire des affirmations qui sont de nature. J'ai beau être un citoyen ordinaire comme tout le monde, mais ce que Sanda Tomé dit peut emporter des incidences officielles, si vous voulez. On dit, c'est quand même quelqu'un qui est assez instruit, qui est renseigné. Je ne prendrai pas ce risque-là. Donc nous devons faire extrêmement attention. Et je vous l'ai dit en plantant le décor. J'ai écrit à la presse j'ai fait un communiqué pour mettre la presse en garde d'avancer doucement dans ce dossier.
j'ai fait une lettre au Premier ministre pour lui dire nous devons faire assez attention, il faut prendre ce dossier, il faut communiquer sur cette affaire parce qu'elle est assez sérieuse, nous avons des antécédents qui n'ont pas joué pour nous. Et puis deux choses, j'ai indiqué que Dampulo, qui est un grand capitaine d'industrie, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je le respecte infiniment, c'est un génie dans les affaires, il est important, c'est notre compatriote, que le gouvernement examine très bien ce dossier pour comprendre et ensuite, si c'est nécessaire, éventuellement mettre en œuvre le mécanisme de la protection diplomatique, hein, c'est-à-dire pour le défendre, pour défendre ses droits, pour se substituer à lui par la technique de la subrogation. Mais je vous en ai expliqué les conditionnalités tout à l'heure. Il faut, quand le gouvernement examine, qu'il ait eu les mains propres, qu'il ait épuisé les voies de recours en Afrique du Sud, qu'il n'y ait pas de manigance ou de manipulation. Vous comprenez? C'est ça. Parce que sans quoi, nous aurions un effet retour en boomerang. Tout le pays en paierait de sa crédibilité, de son honneur, de sa dignité, ainsi de suite. Mais au stade où nous sommes, comme je l'ai dit dans l'affaire Savana, j'étais extrêmement choqué par la réaction de certains Camerounais qui le faisaient politiquement. Hein, aujourd'hui, tout le monde va arriver au pouvoir, moins de trucs, ils sont contre leur pays, ils racontent des bêtises contre leur gouvernement. Hein, c'est même une traîtrise, c'est la haute trahison. Il faut se donner le temps de comprendre le dossier, s'en tenir aux principes généraux et aux règles qui gouvernent ce genre de situation, avant de s'engager dans des déclarations tonitruantes. Moi, je vous en ai donné de manière explicite les bases, les canons, la philosophie, l'éthique qui gouvernent ce genre de litige. C'est même pas un litige, mais c'est un contentieux. OK? Et comment les États agissent, à partir de quoi, quelles sont les conditions, quelles sont éventuellement les implications. M. Dampulo sera allé voir le président sénégalais en tant que président de l'Union africaine dans cette affaire. On a vu des images, même si je ne peux pas certifier que c'était la question traitée. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une affaire comme celle-là soit passée au niveau... Est-ce qu'il y a une escalade? Est-ce qu'il y a un trop vite fait dans ce dossier? Pour vous parler de ce cas-là. Non, vous savez... c'est pour cela qu'il faut une presse très responsable. Dampulo n'est pas n'importe qui en Afrique. C'est un investisseur de première importance. Il n'est pas n'importe qui au Cameroun non plus, même politiquement. Oui. Donc, nous lui devons beaucoup de respect et de soutien. Ça, c'est la base première. C'est quelqu'un qui connaît, qui a des entrées un peu partout en Afrique également, et qui est respecté. Je vous expliquais tantôt qu'il y a un certain nombre de conditionnalités. On appelle ça les bons offices. Dans la pratique des règlements ou du règlement des litiges ayant une amplitude internationale, les bons offices jouent un rôle important. Les bons offices, c'est le recours à une personnalité tierce, à une bonne volonté d'influence qui est en mesure de parler aux partis et d'obtenir des résultats. On appelle ça les bons offices. Généralement, ça se fait très discrètement. Quand vous entendez très souvent les envoyés spéciaux, ainsi de suite, dans des pays, vous ne pouvez pas savoir. On dit le chef de l'État a reçu un tel, on ne vous dit pas pourquoi. Il n'y vient pas forcément, peut-être c'est un Français ou un Canadien, il ne vient pas pour le Canada. Il peut venir pour un homme d'affaires ou Sénégalais ou Ghanais ou Américain ou Indien qui a eu des problèmes au Cameroun et il
il a souhaité que ça se passe de cette manière-là. Donc, la démarche de notre compatriote en direction de Macky Sall était une très bonne démarche, c'est à saluer. C'est d'ailleurs à son honneur, si vous voulez. Mais ça n'enlève rien aux conditionnalités que j'ai exposées tantôt, parce que Macky Sall ne fera pas autre chose. Macky Sall, certainement, a dû, lui aussi, demander à ses services de regarder, d'explorer, d'enquêter et de lui faire une note. Et il a dû dire à notre compatriote, d'accord, moi je vais voir ce que je vais faire. Dès qu'il a tourné le dos, lui, il met sa machine en marche pour comprendre, pour avoir des éléments au-delà de ce que notre compatriote lui a dit. Oui. Donc, c'est très bien. Vous savez, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est dans Poulo, au ministère des Affaires étrangères au Cameroun, au ministère du Commerce, au ministère des Finances, ainsi de suite. On attend de voir ça. On attend de comprendre, de savoir que notre ambassadeur en Afrique du Sud a fait un voyage ici. Vous voyez, ça fait partie des choses. On l'a appelé en consultation pour avoir des éléments sur cette affaire, qu'il parle et puis, et le gouvernement, peut-être sur cette base, après avoir rassemblé tout ça, fera amende honorable, prendra une position. Dans ce que je vous dis, dans Poulo, logiquement, a dû faire une note au gouvernement camerounais, n'est-ce pas, à la haute hiérarchie au Cameroun, au chef de l'État, pour lui dire voici, j'ai rencontré. Et très souvent d'ailleurs, ça ne se fait pas. S'il m'arrive, dans ma petite personne, qui en réalité est toute petite, mais quand même, qui réunit quand même un certain nombre d'atouts, un certain nombre de prestances déjà, s'il m'arrive que je sois appelé, et c'est déjà arrivé une fois, à rencontrer le président ivoirien, le président sénégalais, ou un haut dignitaire étranger, il y a deux choses à faire. Soit je rencontre avant, soit je rencontre après. Mais il est toujours bien de rencontrer avant. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se trame dans les rapports des deux nations. On peut vous dire, n'y allez pas. Là, vous mettez dans la balance. Ce que vous dit votre pays est beaucoup plus important que ce que vous croyez que vous allez entendre là-bas. Vous voyez, c'est ça. Voilà la substance dans ce genre de dossier. Pour ça, on va sortir par là. Que vaut le droit au Ouaga? Est-ce qu'il y a un tribunal? Est-ce qu'il n'y a pas un tribunal qui évalue ce droit et qui aurait pu se saisir d'une affaire comme celle-là ou d'autres affaires qui, au-delà de la seule perception de l'Afrique du Sud, auraient apporté une valeur véritablement juridique dans cette affaire? Vous savez, il n'y a pas d'autosaisine. Ça n'existe pas dans le contentieux international des investissements. Il n'y a pas d'autosaisine. L'autosaisine, c'est unilatéralement quand les États veulent organiser la rétorsion ou des représailles. La rétorsion donne des mesures similaires, les représailles donnent la violence, la guerre. Ils ont fait ça, nous on leur casse la gueule, on détruit ceci, ainsi, cela. Vous voyez? Mais il n'y a pas d'autosaisine, il faut le savoir. Et c'est ce qui nous fait un problème aujourd'hui avec ce machin qu'on appelle la Cour pénale internationale, parce que les pays occidentaux ont créé ce truc, estiment qu'ils peuvent venir au Cameroun enlever l'épouse de Sanda Tomé et l'accuser de crimes contre l'humanité, enlever n'importe qui en Côte d'Ivoire ou au Congo. On a vu le gars à ces pays, mais ils ne le font pas aux États-Unis. Ils ne le font pas en France, si vous voulez. Parce que si vous comptabilisez tout, ces pays-là sont responsables des crimes les plus ignobles, à la fois dans l'histoire et dans le présent. Pourquoi le procureur de la Cour pénale ne va pas là-bas commencer à organiser des arrestations? Vous voyez, c'est une des... Vous voyez comment je tourne l'exemple pour vous parler d'autosaisine. Oui. La seule autosaisine que l'on connaisse, en réalité, c'est ça. C'est les trucs organisés par l'Occident pour continuer à brimer, à régner, à oppresser les pays africains, les pays qu'ils considèrent comme étant la périphérie, les pays qui ne sont pas dans leur giron de doctrine et d'idéologie, si vous voulez. Vous avez vu ce qu'ils ont fait contre Vladimir Poutine. Là, vous riez, vous vous demandez l'Irak, qu'est-ce qu'il et la Serbie, et le Yémen, et la Libye, vous vous demandez, attendez... Ils ont assassiné plusieurs présidents, tué leur peuple et tout, machin.
développer le terrorisme partout en Afrique. Où est la CPI là-dedans? Donc, en droit des affaires, ce qui concerne le contentieux des investissements, en réalité, il n'y a pas d'autosaisine, si vous voulez. Les parties, librement, consentent de saisir une juridiction soit permanente, comme le CRD, et dans ce cas-là, d'ailleurs, il faut un protocole que les deux parties élaborent et signent pour que cette instance soit saisie, que ce soit l'OHADA et ainsi de suite. Pour l'OHADA, pour la CCAJ à Abidjan, c'est automatique parce que c'est dans l'OHADA, c'est le tribunal de l'OHADA, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas satisfait dans votre pays dans un partenariat commercial, vous allez là-bas. Mais pour le reste, il faut un protocole que les parties conviennent. Vous pouvez également vous entendre pour saisir, pour constituer, pour faire connaître votre affaire, votre contentieux, par un tribunal ad hoc. Vous voyez, arbitral à ce moment-là. Vous pouvez dire, chacun va choisir un arbitre et puis on va se mettre d'accord sur un troisième. Vous allez dire, bon, on fera confiance à un seul arbitre et tout. On va se référer à M. Koukam, M. Sandra Tomé. Nous le connaissons tous les deux. On lui fait confiance. Nous nous entendons que ce qu'il dira, il n'y aura pas d'appel. Vous voyez? Voilà. Donc c'est l'unique voie de recours qui reste. C'est-à-dire il n'y a que la médiation qui pourrait rester. Parce que là, les coups de poing ont commencé à être donnés. Oui, mais malheureusement, mais je peux vous dire tout de suite que ça va se résoudre diplomatiquement. Parce que l'affaire est assez grave. MTN, c'est une mastodonte internationale. C'est quand même une société africaine. C'est pour ça que certains discours que j'ai entendus dans la presse camerounaise sont complètement inappropriés en parlant de racisme et ainsi de suite. Vous n'allez pas aller parler de racisme en Afrique du Sud. Même si on sait qu'on a eu souvent certains élans xénophobes. Non, ça c'est les insulter. Ils en ont souffert pendant 500 ans. Il ne faut pas aller maintenant aujourd'hui commencer à les traiter de racisme. Il y a quelques élans xénophobes de pauvres noirs qui tuent et même jettent des cailloux sur d'autres noirs venus d'Afrique, mais pas traiter l'Afrique du Sud de xénophobie. Donc, je pense qu'on allait plus loin. Peut-être que les précédents rentrent en jeu aussi. Il y a eu le cas avec les Nigérians. Oui, je sais, mais attendez, mais ce n'est pas la politique du gouvernement. On ne peut pas traiter l'Afrique du Sud de raciste. Il demeure pour sortir que, rassurez-vous, la solution sera diplomatique. Que peut faire l'Union africaine? Ah non, c'est pas de son ressort. Peut-être pas pour ce cas. Oui. Peut-être pour l'ensemble de... Comment est-ce qu'on peut rendre l'OHADA plus efficace? Mais l'OHADA, c'est une histoire de francophones, qui est d'ailleurs très contestée. Il faut laisser ça de côté. D'ailleurs, ça ne marche pas, ce truc-là. Il faut laisser ça de côté. Et si vous reprenez tous les textes de l'OHADA, ils ont écrit des centaines de trucs pour régler tel secteur. Il y a trop d'ambiguïté, si vous voulez. Ça ne correspond d'ailleurs pas à la pratique anglo-saxonne, ni lusophone, et ainsi de suite. L'Afrique, ce n'est pas les 14 pays d'Afrique francophone, hein, il faut oublier ça. Quel que soit le cas, si vous voulez, la médiation demeure la meilleure à travers généralement les bons offices. Et d'ailleurs, les États préfèrent mettre en œuvre des bons offices, inciter les partenaires, si vous voulez, à faire comme ça, plutôt que d'enclencher les mécanismes de protection diplomatique qui, lui, est plus lourd et en réalité signifie un contentieux ouvert, signifie des désagréments graves. Merci infiniment pour ça. Je vous en prie. Tout le plaisir était pour moi. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt sur Africa TV.